Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast. Alors Midori veut dire vert en japonais, cast pour podcast, et c'est une rubrique Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses. Et c'est un écopreneur que je reçois aujourd'hui à mon micro chez Transforma à Bruxelles, qui n'est autre que Timothy Doig. Un petit mot de présentation sur toi. Qui es-tu ? Après, on va passer à quel est le nom de ton entreprise et qu'est-ce que tu fais comme activité. Je crois que c'est important de situer le contexte. Donc moi c'est Timothy, j'ai 43 ans, j'habite Bruxelles, j'ai 3 enfants et je suis designer de formation. Il y a 3 ans, j'ai lancé avec mon ami et associé Mathieu Michotte le projet Reglo. Et donc Reglo, c'est quoi ? C'est de la conception et de la fabrication de mobilier à partir de réemploi à Bruxelles. Est-ce qu'on rentre ici dans le cadre de l'upcycling ? Donc ce qu'on définit comme upcycling, c'est des choses qui existent, qu'on récupère et on reconstruit au-dessus. C'est exactement ça. D'ailleurs pour la petite histoire, on avait mis comme baseline recycler, local, design. On avait fait ça volontairement parce qu'on pensait que c'était plus accessible pour les gens de parler de recyclage. Et en fait, effectivement, nous, on fait plutôt de l'upcycling. Donc, on va utiliser une matière qui n'a plus de valeur, ou en tout cas qui en a moins, et on va la revaloriser pour en refabriquer quelque chose de plus intéressant et du coup allonger sa durée de vie, évidemment. Est-ce que tu as une spécificité au départ dans ta formation ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette activité-là précisément ? Je parle de design produit, donc designer industriel. C'est important de préciser. Voilà, et donc dans la carrière précédente, on travaillait plutôt dans le secteur du retail, donc des points de vente. On concevait des présentoirs, mais aussi du coup l'habillage graphique et les packaging et ce genre de choses-là. Donc c'est toujours très lié en fonction du domaine dans lequel on travaille. Pour illustrer, si je viens à Bruxelles, vous avez une boutique ? Non. On travaille en B2B, on travaille avec des architectes d'intérieur, des architectes, des entrepreneurs ou des entreprises en direct. Pas pour le particulier ? Non, pas encore pour le particulier. Voilà. On a voulu démarrer à la base parce qu'on était très enthousiaste même avec le nouveau concept qu'on lançait. On a décidé, après un certain temps, de se recentrer sur le B2B. Pourquoi ? Parce que ça nous permettait de faire des volumes plus importants et d'avoir du coup un projet qui pouvait avoir une incidence plus importante aussi au niveau durabilité et aussi plus facile à gérer pour une petite équipe, pour une start-up, plutôt que de gérer des ventes vers les particuliers en tout cas. Finalement, qu'est-ce qui vous distingue d'autres entreprises ? Parce qu'en fait, vous êtes confronté à un marché, et certainement le marché du B2B, qui a des exigences, qui a aussi des préoccupations. Certains, ils se font mettre en avant des valeurs qu'ils n'assument pas toujours, d'autres oui. C'est quoi le challenge qui vous différencie et qu'est-ce qui vous met en difficulté ou qui facilite les choses dans votre démarche ? On a décidé de vraiment se situer un petit peu entre le bricolage sur mesure à partir de boîtes palettes, pour un petit peu caricaturer, et alors la solution linéaire traditionnelle qui est de la production en grande série à l'étranger. Ce qui nous distingue des solutions existantes, c'est qu'on veut prouver que c'est possible de faire des produits professionnels qu'on peut utiliser dans des aménagements d'espace à grande échelle, mais sans utiliser de ressources naturelles, en travaillant avec du réemploi. Et donc, ce qui nous distingue, c'est notre postulat, c'est d'essayer de dire, envisager des solutions réemploi professionnelles. Nous, on ne fait pas de compromis, on essaye d'avoir des produits design, de qualité, qui sont réparables. C'est tout à fait une alternative concrète possible au traditionnel, quoi. Dans l'upcycling, l'étiquette qui colle aussi à la peau du concept, c'est local. Ici, c'est pas forcément local. Dans notre cas, si on essaie de rester très local, ça veut dire que nous, on est installé à Bruxelles. La matière de base, ce sont des cloisons de bureaux en aggloméré. Donc ça veut dire quand on transforme des bâtiments de bureaux de plus en plus à Bruxelles en logements ou qu'on fait juste une transformation de plateaux, en fait, toutes ces cloisons sont démontées et pour l'instant brûlées, en fait, incinérées. Wow. Maintenant, ça fait quand même 3 ans qu'on est là et donc il y a des choses qui changent, on n'est pas les seuls non plus. Ça veut dire que ces cloisons, en fait, elles proviennent en général de Bruxelles ou de pas loin. On les transforme à Bruxelles et après, on rééquipe des projets qui sont belges principalement. Donc ça reste très local, notre circuit est très très court par rapport justement à ne fût-ce que d'aller acheter de la matière neuve qui est produite peut-être en Pologne ou ailleurs, peu importe. Quel type de produit je peux trouver chez vous ? En fait, on a des produits qu'on a développés nous-mêmes, donc des produits, on va dire, standards qui sont des bureaux, des casiers, des tables, des assises. Et en fait, comme on travaille de manière numérique, on peut adapter facilement les dimensions de nos produits ou concevoir de zéro un produit sur mesure. C'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire aussi. C'est le challenge de pouvoir utiliser cette matière et on en a aussi d'autres maintenant. Ce sont les projets qui étoffent un peu notre catalogue au fur et à mesure. Donc ça s'est fait de manière un peu empirique et c'est chaque fois cadré. Mais donc ça nous permet de répondre à la majorité des demandes. Et parfois, la matière va être limitative et on va peut-être se pencher vers une autre matière ou on va tout simplement décliner ou rediriger vers un projet qui pourrait solutionner le problème. Parce que notre idée, c'est aussi de pas d'équiper tout un plateau avec du réglo en aggloméré. Ça va être aussi de dire, envisagez votre projet comme un tout et il faut faire votre mix durable. Ça veut dire qu'il y a une partie, ça va être du réemploi pur de la seconde main parce que vous avez encore une table de réunion en bon état.
Les assises, voilà, des chaises de bureau, ça coûte une fortune. Et nous, on ne sait pas fabriquer ça en aggloméré. Donc, plutôt que d'acheter du neuf, dirigez-vous vers des projets qui remettent dans le circuit des produits de qualité à des prix vraiment imbattables. Par contre, voilà, vous avez envie d'avoir 30 bureaux les mêmes parce que vous voulez un peu de cohérence. Et nous, on ne veut pas sacrifier non plus le confort au travail et le bien-être. C'est aussi une de nos valeurs. Venez chez nous, on peut vous proposer un design de bureau. Vous n'avez pas besoin de tiroirs, on ne met pas de tiroirs, etc. Mais du coup, vous aurez un ensemble cohérent. Et franchement, qui fait illusion pour le neuf, quoi. Ça allait être ma question, c'est parce que finalement, quand tu parles upcycling, tu sais jamais trop de ta source d'où elle va venir. Tu l'as dit, il y a une grande adaptabilité, une grande agilité à produire et à proposer des solutions adaptées au cas par cas. Mais du coup, la question qu'on peut se poser en t'écoutant, c'est ouais, mais la cohérence, est-ce que je vais avoir un patchwork hétéroclite de couleurs et de design et de formes complètement catastrophiques? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne pour le côté design architectural des lieux? Une approche holistique. On s'est limité, on est designer, donc on dessine des produits. On n'est pas architecte d'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est travailler plutôt avec quelqu'un qui va lui agencer tout l'espace. Et notre but, c'est plutôt qu'il pense à Reglo ou à d'autres acteurs pour dire « Ah tiens, là, je verrais bien tel type de… » Voilà, pour dire des casiers. J'aime bien utiliser les casiers comme exemple parce que c'est un produit qui est assez simple et il n'y a aucune limite à la matière qu'on utilise dans notre cas puisque ça fait le boulot, c'est propre. Et pour répondre à la question de la cohérence au niveau, par exemple, des teintes ou des matières, justement, notre but, c'est de stocker de la matière assez homogène. On va avoir des panneaux de cloisons d'agglomérés qui vont être blanches. Alors, il y a parfois des variantes de teintes. Il y a parfois une face qui est grise ou beige. Et on s'arrange pour mettre les faces les moins bien à l'intérieur de nos meubles, pour aussi travailler avec le même lot pour la même commande. Comme ça, le blanc va être plus ou moins le même partout. Et alors, il y a aussi la question de qui on est en face de nous. On va avoir des clients qui vont être, eux, très sensibles au côté réemploi et à la limite qui vont demander que ça se voit un maximum, qui est justement cet effet patchwork. Par exemple, nous, on travaille les champs, donc le bord de nos panneaux, soit on les laisse apparents quand ça pose pas de problème au niveau de la fonctionnalité. Donc, une table, on va la cacher, la protéger. Mais par exemple, des portes de casier, on pourrait voir l'aggloméré sur la tranche. Et ça, certains clients trouvent ça super. Et d'autres nous ont déjà demandé, non, on veut que ça ait l'air d'être du neuf, 100% neuf. C'est un peu moins notre démarche. Mais par contre, si on veut faire de l'effet, il faut qu'on puisse répondre à ça aussi. Et donc, on le fait. Et il y a vraiment des projets pour lesquels on ne voit pas la différence sérieusement entre du neuf et du réemploi. C'est une façon pour nous de répondre un petit peu à tous les profils de clients. Alors Timothy, une question qui est importante aussi pour Kaya, c'est la gouvernance dans le sens où les échanges qu'on a avec les partenaires, les autres entreprises, parce que tout le monde n'est pas membre de Kaya, hélas. Est-ce qu'il y a un point dont tu es fier dans tes collaborations, dans les choix que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en avant? Donc justement, ce qui a changé pour nous quand on s'est lancé dans Reglo, c'est s'ouvrir à cet écosystème circulaire. On travaillait de manière très linéaire avant, on protégeait nos idées, on cachait nos clients ou nos fournisseurs. Et puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé très rapidement. On s'est rendu compte que pour pouvoir avancer dans le projet, il fallait rencontrer un maximum de gens, partager nos connaissances, profiter des leurs. C'est vraiment ce qui a boosté le projet la première année certainement. On s'est installé au Circularium, donc qui est un espace partagé entre plusieurs projets d'économie circulaire. Ça veut dire qu'on avait accès quelque part à de la main-d'œuvre via des freelances autour de nous, de la matière parce qu'il y a des constructeurs de réemploi qui se sont installés aussi. Et voilà, des collaborations. On peut se renvoyer des projets les uns les autres, faire des équipes pour répondre à des appels de projets. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment très important pour nous, c'est cette collaboration et cette ouverture d'esprit par rapport à, on va dire, au monde traditionnel de l'entreprise. Et qui vous enrichit parce que finalement, ces gens vous renvoient l'ascenseur à leur méthode à un moment ou l'autre. Parfois, ça vient même longtemps après, mais on a toujours un retour. Et pour nous, en fait, ça ne coûte, entre guillemets, pas grand-chose de partager aussi. Et autant avant, on était un petit peu réticent à l'idée, oui, mais non, après, ils vont peut-être faire la même chose. En fait, c'est pas grave parce qu'il y a assez de place, pour l'instant en tout cas, il y a vraiment moyen de renverser tout le système et à notre échelle, vraiment autant qu'on soit le plus possible et qu'on fasse le poids et la différence. On va maintenant passer au plaidoyer. La mesure de ne pas produire au-delà des limites de la planète. Dans ton projet, on est clairement aligné dans cette optique. Moi, ce qui me questionne, c'est finalement, vous devriez être, dans votre projet, une normalité. Qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne? Est-ce que la mesure proposée par Kaya, pour toi, te semble être un élément qui va faire poids? C'est certain, et j'ai un cas très concret, c'est que l'année passée, on a fait une bonne année avec notre projet. Et c'est notamment dû au fait qu'on a participé à un marché public qui a été rédigé de manière à ce qu'il puisse être accessible à des projets comme nous. Ça veut dire avec, je vais reprendre les points peut-être qui sont importants justement pour pouvoir répondre. C'est une échelle humaine. Donc ça veut dire les gros marchés d'1 million d'euros pour une start-up, c'est difficile de pouvoir y répondre. Par contre, quand on fractionne les postes et qu'on peut faire plusieurs marchés différents, plusieurs lots différents, ça permet à plus de monde de pouvoir y accéder.
Ensuite, quand on met évidemment les critères d'attribution assez hauts au niveau du réemploi dans notre cas, par exemple, maintenant ça peut être aussi réemploi, mais ça peut être aussi l'éco-conception. Eh bien ça peut faire la différence pour une boîte. C'est aussi en même temps l'exemple à suivre pour tout ce qui est administration publique, à savoir rentrer dans leur cahier des charges l'aspect écologique. Donc on le voit de plus en plus et ça c'est un petit peu ce qui me motive, c'est que non seulement on voit que ça peut faire la différence pour nous, mais en plus on voit que ça arrive de plus en plus. Et là où la mesure peut être intéressante, c'est d'arriver à justement cadrer toutes ces demandes parce qu'on voit encore trop, on va par exemple demander 80% de taux de réemploi dans un projet, mais après, dans la grille de répartition, on voit qu'il n'y a qu'un seul critère, c'est le prix. Et donc c'est un petit peu bizarre parce qu'au final, on peut se battre contre des gens qui vont faire beaucoup moins de réemploi, mais qui vont être beaucoup moins chers et qui donc vont recevoir le marché attribué. Ou dans le même ordre d'idée, c'est d'avoir une grille de répartition qui finalement donne un côté un peu anecdotique à l'aspect durable, à savoir 40 points pour le prix et 30%. Si je te comprends bien, c'est là où la coalition Kaya et ses plaidoyers peuvent vraiment, déjà ne fût-ce que par le message qu'elle communique et le changement qu'elle veut insuffler, la sensibilisation qu'elle veut provoquer, c'est là où ça peut faire la différence pour ton entreprise, clairement. Ah oui, certainement. Ouais, certainement. Nous, si on a un accès plus important, et quand je dis les marchés publics, là on est vraiment au niveau politique, institutionnel, ça peut être aussi des plus gros projets. Et cette idée de susciter en tout cas cette nécessité de travailler en durable, et de nouveau, je reviens là-dessus, mais je parle vraiment de mix. C'est pas forcément tout en upcycling, mais ça peut être une partie en seconde main et pouvoir introduire ça. En tout cas, intelligemment, que pour ne pas prendre au-delà des ressources nécessaires de ce qui est disponible sur la planète. Tout à fait. Ok, super. Si tu avais une baguette magique, j'aime bien cette question, parce qu'elle fait rêver. Puis on nous traite parfois d'utopistes, mais moi j'y crois, et je crois qu'on peut vraiment changer le monde. Alors du coup, si tu avais une baguette magique, Timothy, et que tu peux changer quelque chose, t'en ferais quoi de cette baguette magique? Je vais changer quelque chose juste pour notre projet d'abord. Ce serait avoir un gros hangar dans lequel on peut stocker toute la matière qu'on nous propose ou à laquelle on pourrait avoir accès, la matière de réemploi. Parce que, en fait, nous, c'est notre métier. On voit tout de suite le potentiel de quelque chose et après, on n'a pas forcément le projet derrière pour pouvoir l'utiliser tout de suite. On a besoin de sous et certainement de place pour pouvoir stocker des lots de matière importants. Et pour l'instant, on refuse et on reste focus sur une ou deux matières qu'on sait qu'on va pouvoir transformer facilement. Ouais, donc là, on rate un peu le coche par rapport aux déchets qu'on jette, ok. Et le deuxième morceau de la baguette magique, t'en ferais quoi alors? Parce que tu m'as dit, j'ai deux aspects. J'aimerais bien pouvoir développer la conscience collective, tout simplement. Quand on voit la manière dont toute une partie de la population raisonne et arrive déjà à réfléchir, j'ai parfois un peu peur qu'on soit coincé dans un espèce de petit écosystème lié justement aux algorithmes. Et au confort de chacun. Voilà, et donc quand je vois plus large, parfois je suis un petit peu découragé quand je vois, on est plusieurs à penser comme ça, mais il y a une tellement grande partie qui a encore des œillères. On est plusieurs à penser comme ça, on est plusieurs à penser positif, on est plusieurs à vouloir montrer de l'inspiration, et c'est le but de ce podcast. Et j'ai envie de te dire, on est plusieurs à rejoindre la coalition Kaya, puisque nous l'avons rejointe aussi. Et ça me mène à la question de pourquoi est-ce que toi, tu as rejoint la coalition Kaya? Mais justement, comme je disais, on pense qu'on est plein à penser la même chose, et puis on se rend compte, en fait, non, finalement... C'est cette équipe-là qui a joué? Il y a plein de choses qui ont joué, mais c'est surtout le temps disponible aussi. Nous, on essaie de développer notre projet, et on aimerait bien pouvoir faire beaucoup plus au niveau du poids de notre voix, on va dire. Et là, le côté de rassembler, mais surtout avec une volonté d'agir concrète, c'est vraiment ça. Nous, on ne peut pas être membre de toutes les coalitions ou de tous les groupements. Et surtout, il y en a beaucoup où, quelque part, il y a un côté idéaliste, mais où ça reste malheureusement... on se rencontre, on échange, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. Et ici, ce qui nous a attiré vraiment chez Kaya, c'est ce côté, il y a des entrepreneurs de toutes les tailles, avec des plus ou moins grosses entreprises, des gens qui sont là depuis longtemps, qui veulent changer, des gens qui ont lancé des nouvelles idées, dans tous les secteurs d'activité aussi. Ça, c'est très important. Je pense que c'est là-dessus que nous, on compte aussi. C'est arriver à montrer à un maximum de gens qu'il y a vraiment une solution alternative dans tous les secteurs, et qu'il ne faut pas juste se dire, c'est super l'écologie au sens premier. Théorique. Mais ça concerne que la bouffe bio et non, il y a vraiment, dans tous les domaines, il y a moyen de faire autrement et mieux. Et c'est le point commun qui nous réunit tous, c'est qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de changer le monde et qu'on a envie d'avoir un poids d'action et un pouvoir d'agir. Et ça, c'est génial. Alors moi, j'invite les auditeurs et auditrices à faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément membres de la coalition Kaya, ils ne sont pas forcément entrepreneurs, ça peut être une employée qui nous écoute. Mais sachez que dans le texte de ce podcast, il y a un lien qui sera mis. Et ce lien mène vers un voicemail. Donc vous cliquez dessus, vous autorisez le micro à fonctionner, vous enregistrez votre message à destination de Timothy et vous pouvez lui dire un mot d'encouragement, poser une question ou interpeller ou remercier tout simplement. Et ce message, vous le réécoutez avant de l'envoyer, vous indiquez votre mail, vous faites envoyer. Et si vous nous dites que vous acceptez qu'on partage votre témoignage, on le mettra en commentaire du podcast et on entendra, les auditeurs, auditrices entendront votre voix réagir. Et si vous ne le faites pas, Timothy recevra le message en privé et il pourra choisir d'y répondre en privé. Voilà, vous avez aussi un pouvoir d'agir, un pouvoir de faire entendre votre voix dans la coalition Kaya.
même en étant auditeur, auditrice de Midoricast. Et je vous invite à le faire. Timothy, merci pour ton temps. Merci de t'être déplacé jusqu'ici, je Transforma. Et merci pour ta passion qu'on a bien ressentie. Merci à toi et merci pour l'invitation. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.